Rite ancestral, société secrète, patrimoine culturel, la tradition bouddhiste, c'est près de 800 ans d'histoire. Bonsoir, vous êtes dans Gap Culture. Voici le portrait focus de notre invité. Né en 1942 à Bitam, dans le Haut-Lentem, Atomo Ribenga est un gendarme retraité devenu grand maître initiateur. Il fait ses études primaires et secondaires à Bitam jusqu'en classe de 3e en cours complémentaire. Il obtient l'admission à l'École nationale de gendarmerie en 1961 et fait son stage de perfectionnement à Port-Gentil dans un camp de gendarmerie. Il finit sa carrière au camp Gros Bouquet à Libreville, gendarme émérite. En 1994, il prend sa retraite et décide de se consacrer au Bwiti, un appel qu'il a reçu depuis les années 64 au travers des visions, des rêves et des messages divins. Atomo Ribenga a fini par découvrir sa mission sur Terre. Plusieurs maîtres spirituels l'ont accompagné dans cette initiation spirituelle, à savoir Eben Koro Jean de Mimvoul, Minko Minzogo Avankol Minko Jean-Pierre du village Adoué de Makokou et Bebele Mevi Elisabeth du village Ando Bituga à Mimvoul. Il a été formé dans la science bouddhiste. À son tour, il forme gratuitement. Plusieurs livres publiés et en préparation à son actif, notamment la tradition bouddhiste au Gabon, voie directe de communication avec le divin, paru autour des années 2007, ou encore la tradition biblique et tradition bouddhiste, quel rapport? Et son tout dernier qui paraîtra cette fin d'année, l'initiation bouddhiste au Gabon, voie de connaissance de soi, de Dieu, de ses lois et de ses manifestations. Maître Atomo crée le CITRAB en 2013, centre initiatique traditionnel bouddhiste reconnu par le ministère de l'Intérieur, avec pour but de promouvoir les connaissances et enseignements bouddhistes au Gabon. Atomo est végétarien, simple, grand de cœur. À 76 ans, il se dévoue au travail et chaque jour propose des enseignements afin de sortir des dogmes pour entrer dans la connaissance divine. C'est avec Maître Atomo Ribenga que nous allons clore ce deuxième numéro consacré à la tradition bouddhiste. Bonsoir Maître. Bonsoir. La tradition bouddhiste, rite présent sur l'ensemble du territoire depuis près de 800 ans. Comment pouvons-nous définir ce rite? Eh bien, merci beaucoup. On va commencer par définir le mot tradition, parce qu'il ne faut pas parler comme ça sans que les gens comprennent ce dont on parle. Il s'agit de quoi? Tradition, le mot tradition vient du latin traditio, des tradere, ce qui veut dire livrer à l'autre, communiquer, transmettre, révéler à l'autre. C'est ce que ça signifie. Donc, une tradition, par exemple la grande tradition mystico-spirituelle, dont les connaissances et les pratiques sont appliquées dans toutes les religions, dans toutes les sectes et dans toutes les traditions initiatiques du monde entier, vient des autres mondes. C'est un ensemble prodigieux de connaissances et de pratiques que la totalité du savoir humain terrestre n'a jamais pu égaler dans le passé, ne peut jamais concurrencer maintenant et ne pourra approcher que dans un très très lointain avenir. Cet ensemble prodigieux de connaissances et de pratiques appliquées par l'homme l'aide à acquérir la sagesse divine. Il s'agit donc de la tradition universelle, celle qui va de monde en monde, d'univers en univers, de constellation en constellation, de galaxie en galaxie, transmise par des êtres qui sont de sublimes intelligences chargées de transmettre cet ensemble de connaissances et de pratiques aux âmes vierges, les âmes qui ne sont pas encore développées spirituellement. Et ce sont ces âmes-là qui doivent appliquer ces connaissances et ces pratiques pour avoir la connaissance de soi, de Dieu et de ses lois. Donc, la tradition bouddhiste vient donc de ce prodigieux ensemble de connaissances et de pratiques qu'on appelle la tradition primordiale. Voilà. Et nous est parvenu ici au Gabon, venant de Nubie, d'Égypte et des autres nations intermédiaires entre l'Égypte et le Gabon. Et c'est arrivé au fond du Gabon,
dans la province de l'Angounié, au bord du fleuve Ngounié. Ces envoyés spéciaux-là ont pris contact avec une ethnie gabonaise appelée Apinji. Ils leur ont communiqué cet ensemble de connaissances et de pratiques. Les Apinji, à leur tour, l'ont communiqué aux Massango. Et les Massango l'ont transmis aux Michogo. Et les Michogo l'ont révélé aux Pouvi. 4 ethnies réceptrices d'abord, là-bas, au sud du Gabon. Mais puisque les membres de ces 4 ethnies ne sont pas restés dans leur province, non, ils sont allés dans les autres provinces, soit pour aller épouser la femme, soit aller faire le tourisme, aller chercher du travail. Et puis, ils ont emporté leur tradition, ils ont appliqué ça dans les autres provinces. Les gens ont vu, oh, mais ces gens-là, ils sont en train de faire des miracles là. Mais comment vous faites ça? Bah, vous voulez le savoir? Oui, initiation. C'est comme ça que ça a continué, ça a gagné tout le Gabon. Brièvement parlant, hein, c'est comme ça. Vous avez parlé de quelque chose de très intéressant tout à l'heure, vous avez parlé d'initiation. Et là j'ai envie de savoir, mais en quoi consiste l'initiation? Très bien. Le mot initiation vient toujours du latin initiare, initium, ce qui veut dire débuter, commencer. Initier quelqu'un, c'est donc le fait de commencer à lui révéler des connaissances qu'il n'avait pas auparavant dans les multiples activités physiques, humaines, naturelles, sociales, mystiques, spirituelles, musicales, etc., etc. Le fait de commencer à révéler à quelqu'un des connaissances qu'il n'avait pas auparavant dans un domaine ou dans un autre. C'est ça l'initiation. Finalement, qui doit se faire initier et qui est à même de se faire initier? Tout être humain est composé de corps et d'âme. Tout être humain doit donc se faire initier, peut donc se faire initier. Tout être humain. On va peut-être un tout petit peu rentrer même au fin fond de l'initiation et là on va s'intéresser à l'iboga. On parle de l'iboga, cette plante, et on se pose la question, est-ce qu'on peut consommer de l'iboga sans pour autant être initié? On peut le consommer sans pour autant être initié. Bon, parce que quelqu'un ne veut pas dormir, il prend ça comme ça, mais il aura quel résultat? Il pourra même peut-être avoir des visions, hein, etc., mais il ne saura pas ce qu'il fait, ce qui se passe. Il faut un initiateur. Il faut une préparation spéciale. Ah oui, pour s'initier, il faut une préparation spéciale. Le lien avec l'initiation et l'iboga? Ah non, l'iboga joue un rôle bien défini dans la technique initiatique au sein de la tradition bouddhiste. Un rôle bien défini dans la technique initiatique. Quel est ce rôle? 2 rôles. L'iboga joue 2 rôles. Premier rôle, éveiller la conscience divine qui existe dans chaque cellule du corps humain et dans tous les organes du corps humain. Éveiller la conscience divine qui se trouve là-dedans. Premier rôle. Deuxième rôle, faire fonctionner d'une manière harmonieuse les 12 facultés psychiques que Dieu a placées en l'homme, dont 7 majeures et 5 mineures. Les faire fonctionner d'une manière harmonieuse, de manière que l'homme devienne hypersensible, qu'il devienne capable de percevoir nettement ce qui se passe sur les plans les plus subtils de l'esprit. On parle de degrés lorsqu'on est dans l'initiation, on parle même de chambres dans l'initiation. Il y a des chambres initiatiques. Il y a des chambres initiatiques, par exemple chez nous, on a 3 chambres initiatiques, la chambre mystique et 2 chambres spirituelles. Tout ça, ça s'explique en cours d'initiation. On l'explique en ce moment d'une manière un peu générale comme ça, pour essayer d'expliquer quelque chose. Mais quand on entre en détail, on vous dit, on commence par là, ça signifie ça, ça signifie ça, ça signifie ça, ça signifie ça. Parce que les gens disent n'importe quoi. Le bouddhisme c'est satanique, c'est ceci, c'est une voie de perdition et tout et tout. Alors que c'est la grande tradition mystico-spirituelle qui vient des autres plans et qui est venue sur Terre. Maître, j'ai envie de savoir, parlez-nous un tout petit peu de la harpe sacrée, la symbolique qu'elle représente, le lien avec le Bwiti. Voilà, l'harpe est un instrument symbolique, instrument de musique, mais très symbolique. C'est un instrument de forme triangulaire comme ça, ayant un membre qui porte des cordes de dimension inégale, qu'on pince des 2 mains placées de part et d'autre de ces cordes, et qui remonte à la plus haute antiquité, cet instrument-là.
Et il représente un aspect divin. Il ne représente pas un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Cet aspect-là est là, bien expliqué aux initiés. Et pourtant, on aperçoit sur l'arbre, comme par exemple celle qui est juste en face de nous, on aperçoit une robe sur l'arbre. Une robe, très bien. Mais si on ouvre le livre de la tradition, comme nous l'appelons, le livre de la tradition que vous appelez la Bible, si on l'ouvre, on trouve l'arche d'alliance. Vous voyez, au temps de Moïse, l'arche d'alliance, une caisse en bois d'acacia, un arbre du Liban, une caisse, recommandation divine, hein, une caisse en bois d'acacia sur laquelle on a mis un tabouret appelé propitiatoire. Un tabouret. De chaque côté de ce propitiatoire, Dieu a recommandé à Moïse de placer un chérubin. Les chérubins sont les gens du 8e plan divin en partant du plan humain. Alors, ces chérubins-là étaient sculptés et avaient des faces humaines avec des ailes déployées. Moïse et Aaron, deux grands initiés devant l'Éternel, se prosternaient devant cette caisse en bois d'acacia. Est-ce dire qu'ils adoraient la caisse? Non. C'est exactement le même rôle que joue l'arbre. Lieu de rencontre avec l'Éternel, on reçoit des messages qui viennent des plans divins. Ici, quand il y a cérémonie, je vous assure, ici, les Gabonais ne savent même pas ce qu'ils ont comme trésor chez eux. Incroyable. C'est un haut lieu de rencontre avec l'Éternel. Lieu où on transmet les messages. Tout ce qui se passe même dans notre pays, ça passe par là. Mais on est tenu au secret, aux confidences. Ne parlez pas de telle chose avant tel moment, ainsi de suite. Donc, si la harpe porte une robe ou bien une figure quelconque et tout, c'est toujours le symbolisme qui représente quelque chose de divin qu'on explique aux initiés, pas aux profanes. On parle de syncrétisme en lien avec le Witi dans la religion. Syncrétisme, cela veut dire introduction des rites étrangers dans nos rites bouddhistes. Cela n'est pas vrai d'un côté, parce qu'au niveau purement doctrinal, la doctrine, les connaissances, les enseignements, il n'y a pas de syncrétisme. On ne prend rien à gauche, à droite, on introduit dans le bouddhisme. Non. Mais le domaine du syncrétisme se situe au niveau de l'organisation, si vous voulez le savoir justement. C'est au niveau de l'organisation. Les autres ont organisé les bureaux, les ceci, les cela, les salles de conférence, les musées, les quoi. Certains temples, machin, certains trucs. On peut dire, oh, ces gens-là, comment ils ont réussi à construire ça? Nous aussi, on va essayer. Mais au niveau de la doctrine, on ne copie rien chez qui que ce soit. Les bouddhistes ont leur enseignement qui va du début jusqu'à la fin dans leur relation. Mais c'est ce qui a provoqué la guerre ici au Gabon. Les Blancs ont amené la Bible. Ils ont présenté, ils ont dit, vous là, vos traditions sont sataniques, vos expressions traditionnelles, c'est n'importe quoi, c'est la sorcellerie, il faut enlever tout ça. Mais voilà la Bible, hein, l'affaire de Dieu. Mais quand ils se sont retrouvés devant les bouddhistes, ceux-ci leur ont dit qu'ils n'avaient rien de bien nouveau à apprendre d'eux ou de leur bouquin, qu'ils ne puissent savoir et connaître par leurs propres connaissances traditionnelles et investigations mystico-spirituelles. Ils leur ont dit qu'ils étaient capables d'aller voir eux-mêmes, aller vérifier toutes ces doctrines superficielles qu'on leur donne dans les églises. Donc ils n'ont rien à voir avec ça. Quoi, ça a énervé les Blancs? Au lieu d'aimer la chose, c'était la guerre. C'était la guerre. Oh, si on vous raconte cette histoire-là, c'est grave. Mais dans ce cas, mais comment expliquer qu'aujourd'hui, on trouve dans le Witi un lien, la tradition bouddhiste, un lien avec la religion judéo-chrétienne? Quel lien? Citez-moi un lien. Dans les temples, on voit l'image d'Adam et Ève, on voit Marie, on se pose des questions. On a dit que c'était le monopole de qui sur la terre? Le monopole de qui? Toutes les religions parlent d'Adam, toutes les religions parlent de Dieu, toutes les religions parlent de terre, toutes les religions parlent des prophètes, etc., etc. Je ne vois pas comment un membre de la religion chrétienne viendra me dire que je n'ai pas le droit de parler, par exemple, de Jésus comme moi-même je vois en initiation. Moi-même, Atom Ribenga, comme on a dit, ce sont moi-même, moi-même, je prends contact avec lui. Quand je mange mon iboga,
Ce n'est pas un prêtre ou un pasteur qui vient me le dire. C'est moi-même qui vais, en esprit. Je le trouve, il me voit, il me parle, j'entends, je lui pose des questions, il répond, etc. Il me donne des informations, il me donne des recommandations, des règles de vie et tout, lui-même. Pas lire un livre, non. Donc je ne vois pas pourquoi un prêtre ou un pasteur viendra me dire que pourquoi tu parles de Jésus. Ah bon, Jésus est universel, il peut aller sur les musulmans, comme il peut aller sur les bouddhistes. Vrai ou faux? C'est pas vrai. Il peut aller s'adresser aux bouddhistes, il peut aller s'adresser aux bouddhistes, il peut aller s'adresser aux musulmans, aux juifs, aux confucianistes, aux mitraïstes, etc., etc. On ne voit pas pourquoi eux, ils vont le tenir comme s'il était leur propre affaire. C'est comme la Bible. La Bible s'adresse à toute l'humanité, pas aux membres de la religion chrétienne seulement, non. Même les pygmées, ils doivent la lire. Alors, maître, on va peut-être toucher un autre pan, et là, je vais m'intéresser aux différentes organisations que nous avons à Libreville. On a l'organisation musulmane, on a également les églises de réveil qui sont ensemble, les églises évangéliques ensemble, les églises catholiques ensemble. Comment expliquer que les chefs traditionnels ne sont, eux, pas aussi représentés, sinon unis comme les autres sur l'ensemble du territoire national? C'est une très bonne question que vous me posez, madame. Je vous assure que ça a été très regrettable, l'administration au temps colonial. Attention, je précise bien, au temps colonial. Il ne faut pas qu'on aille raconter n'importe quoi dans les quartiers. Voilà, le maître Tomori Benga est en train de mal parler du clergé catholique et tout et tout. Non, mais c'est ce clergé catholique qui a incité l'administration coloniale à martyriser les bouddhistes. On ne pouvait pas leur permettre de construire des temples, de construire, d'avoir des arbres, de conduire tranquillement leurs cérémonies au village. Non, c'était la guerre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là. Hein? Les bouddhistes ont dit qu'ils n'avaient rien de bien nouveau à apprendre dans la Bible. Eux-mêmes sont capables d'aller voir ces choses-là sur le plan spirituel. Les Blancs n'ont pas aimé ça. On ne pouvait pas. On a refusé à la tradition bouddhiste, même cet aspect propagandiste qu'ont les religions, les sectes et les traditions. On leur a refusé ça. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la montée au créneau du défunt président Léomba, Dieu et son âme, lui-même, célèbre bouddhiste, qui a donné l'ordre qu'on laisse les bouddhistes tranquilles. Ah oui. Bon, maintenant, progressivement, les bouddhistes vont même mettre en valeur les bribes de connaissances qu'ils ont eux-mêmes de la grande cathédrale cosmique qu'ils visitent souvent. Et tout, et ils vont essayer de mettre ça ici, dans notre pays, et vous allez voir les choses qui vont se passer. Vous allez les voir. Maître Atomo, un seul witi pratiqué de façon différente dans l'ensemble du territoire national. Mais pourquoi? Oui, justement, ça m'a énervé un autre jour là. J'ai entendu les gens parler de Bouti Fan, Bouti Michogo, Bouti ceci, Bouti cela. Je me suis mis à rire. J'ai dit, attendez, vous avez combien de Bouti là? Moi, à Tomori Benga, j'ai entendu parler d'un seul. Il n'y a qu'un seul Bouti, mais dont les connaissances et les pratiques sont appliquées de manière différente selon les langues, selon les coutumes, la mentalité des gens dans les provinces, dans les localités, etc., etc. Il n'y a que cette seule différence-là. C'est tout. Mais le Bouti est un, mais les connaissances et les pratiques sont appliquées, ces connaissances et ces pratiques sont appliquées de manière différente selon ces différences-là. La mentalité des gens, les coutumes, les usages, les langues, etc., etc. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de Bouti, il n'en a qu'un seul. Maître, on va revenir au niveau de l'initiation, et là j'ai envie de savoir, quand on a déjà ingéré l'iboga, après un long voyage, est-ce qu'on peut oublier le chemin de son corps? Voilà ce qui se passe. La manducation du bois sacré en cours d'initiation. Les candidats sont installés dans les lits. Tout est fait prêt, on donne le bois sacré aux gens. Et ensuite, le bois sacré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, joue ces deux rôles. Rôle d'éveil de la conscience dans le corps de l'homme et rôle de fonctionnement harmonieux des 12 facultés psychiques qui sont à l'intérieur du corps de l'homme, dont 7 majeures et 5 mineures. Ces facultés fonctionnent maintenant d'une manière harmonieuse. À partir de là, l'homme devient ce qu'on appelle hypersensible. Il devient capable de percevoir nettement ce qui se passe sur les plans les plus subtils de l'esprit. Il devient capable même de voyager. Son être spirituel quitte progressivement le corps physique
et il va sur les plans spirituels. Mais même s'il va jusqu'au bout du cosmos, comme on peut le dire, mais il est toujours lié au corps qu'il a quitté par ce qu'on appelle la corde d'argent, le corps fluidique. C'est comme une corde, hein, lumineuse. Ça s'étire au fur et à mesure qu'il voyage. Même il peut aller à 100 milliards de kilomètres. Mais quand il doit maintenant revenir sur le corps, c'est cette corde d'argent qui le guide progressivement et il réintègre son corps. Pas de pétition, pas d'embrouille, non, il n'y en a pas. Tout cela est connu. Est-ce qu'il y a un autre moyen pour que le monde invisible puisse rentrer en contact avec nous, excepté le sommeil? Excepté le sommeil, mais nous devons mettre une différence entre une vision, un son et un rêve. Différence. La vision, quand vous voyez les choses sans dormir, complètement éveillé sur le plan objectif, mais ce sont ces facultés dont je vous parle qui fonctionnent et qui vous permettent de voir les choses que les autres ne voient pas. Là, vous ne dormez pas. Par contre, le son, ce sont les choses que vous voyez à l'état intermédiaire, étant ce qu'on appelle à l'état intermédiaire, c'est-à-dire vous ne dormez pas profondément et vous n'êtes pas complètement éveillé sur le plan objectif. Vous êtes là à l'état intermédiaire, c'est là que vous voyez ces choses. Contrairement au rêve où vous êtes dans un profond état d'assoupissement. Vous voyez ça? Tous ces états-là existent lors de l'initiation, comme ça existe aussi, même là où nous sommes là, sans nous initier. Il y a ces états-là. Il faut seulement savoir ce qui se passe. Maître, j'ai envie de savoir pourquoi les initiations se passent généralement la nuit? La symbolique de la nuit liée à l'initiation. Pourquoi la nuit? Mais attends, la nuit n'est plus une condition qui s'établit autour de la planète Terre, puisque la planète Terre tourne autour d'elle-même. Hein? Alors, la face de la planète Terre qui est face à la lumière solaire, cette face-là est en pleine journée. Mais l'autre face qui est contraire à ça est dans la nuit, tout simplement, mouvement de deux planètes de notre système solaire, le Soleil et la Terre. C'est tout. C'est pas parce que c'est forcément à ce moment-là que les esprits sataniques sont en œuvre pour cacher leurs opérations maléfiques. Ah non! Il y a d'autres conditions vibratoires qui ne s'établissent pas la journée, mais qui s'établissent la nuit et qui sont très favorables à la restauration et au maintien de la santé dans le corps de l'homme et qui favorisent aussi les communications de l'homme avec les plans spirituels. Toutes ces choses-là sont connues par les grands initiés, mais les profanes ne savent rien de tout ça. Ils se permettent tout simplement de critiquer. Oh, on les laisse critiquer, ce n'est pas un problème. Maître, parlez-nous un peu du Mbumba, Yano. C'est une catégorie d'entités, parmi les entités avec lesquelles on prend contact sur les plans spirituels lors de nos initiations. C'est une entité d'une extrême importance qu'on explique qu'en cours d'initiation, en relation avec même le livre de la tradition là, que vous voyez, la Bible. Oui, ceux qui savent, ils vont vous expliquer. Si on était en initiation, je vous prends, je vous dis, asseyez-vous là, regardez. Sur le plan initiatique, on explique et on démontre une haute entité divine. Parmi ceux qui... Oh non, extraordinaire. Il n'y a que là que je peux m'arrêter, c'est tout. Sans aller plus loin. Parlez-nous de votre vision futuriste de la tradition bouddhiste. Dans un proche ou lointain avenir, mais pas très loin, mais vous allez voir comment ça va se passer dans notre pays. À un moment, vous serez étonnés, mais maintenant, on va vous faire comprendre que c'est une religion, une tradition hautement divine, au même titre que les autres. Et même avec certaines différences que là-dedans, ici, là, 4 prêtres catholiques sont venus s'initier. Là, tous mes enfants là sont témoins. 4 prêtres catholiques. Les musulmans, les pasteurs sont venus. Et tout ce monde-là, ils viennent. Mais l'un d'eux s'est mis à pleurer. Pourquoi tu pleures? Je ne savais pas que le bouddhisme c'était ça. Quoi? Tu savais que c'était quoi? Et non, on nous a toujours dit que c'est un dépotoir d'insanité diabolique. Ce que je viens de vivre là, je ne pensais pas que je pouvais le vivre dans le bouddhisme.
Mais ce qu'il a vécu, mais il s'est mis à pleurer. On lui a dit, calme-toi, le jugement des hommes n'a aucune valeur devant les manifestations divines. Aucune valeur. Sur le plan économique, sur le plan scientifique, sur le plan politique, sur le plan social, etc., etc. Le wiki peut aider les gens dans la compréhension des choses et dans la manifestation de certaines choses, dans l'accomplissement de certaines choses. La tradition bouddhiste va aider les gens dans ce pays, dans ce proche avenir que vous voyez là. Je vous l'affirme sans crainte de me tromper. Merci, Maître Atomori Benga. La suite, c'est avec Culture Events et c'est maintenant. Elle a représenté le Gabon pour la première édition de The Voice. Elle, c'est Boussine. Elle se produira dans quelques temps, exactement le 23 juin, du côté de l'Institut français pour un café-concert. Nous sommes parvenus au terme de notre émission. Maître Atomori Benga, merci d'avoir participé à cette émission. Peut-être un petit mot pour Gab Culture. Mais je vous assure que c'est un bonheur pour moi, hein, parce que j'ai toujours voulu parler de ces choses-là. Mais quand vous venez comme ça me contacter, c'est une belle surprise. Je suis très content. Vous voyez mes enfants qui sont en train de sourire là-bas. Mais c'est une très bonne chose. Nous avons un nombre considérable d'expressions traditionnelles chez nous. On a, par exemple, je cite juste un exemple, on a le mvet, on a le melan, on a le mouri, on a le njobi, on a le ndouandreke, on a la ndenkolongi, on a le ngil. Il y en a plein d'expressions traditionnelles. Mais on a négligé tout ça. On espère que de temps en temps, vous viendrez nous contacter pour parler toujours des choses de chez nous, des diverses expressions traditionnelles qui constituent la base, l'ossature de notre culture nationale gabonaise. On se dit à très bientôt pour un prochain numéro sur Gab Culture. Merci de nous avoir regardés.